livre parle en fait des relations, de la relation entre la civilisation occidentale et la nature, en insistant sur le fait que la nature n'est pas une entité immuable, mais c'est une construction sociale. Qu'est-ce que ça veut dire une construction sociale? Ça veut dire qu'elle a été construite par la société au travers de l'histoire, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir la co-constitution au travers des sciences, de la philosophie et des arts. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que la nature n'est pas un sujet nouveau, c'est-à-dire qu'on pense souvent qu'on s'intéresse à la nature depuis les années 70. Or, que j'ai trouvé passionnant dans le cadre de mes études, puisque j'ai commencé à travailler sur ce thème en thèse, c'est de me rendre compte que ce qu'on appelle le berceau de la civilisation occidentale, donc c'est l'Antiquité, la Grèce antique, et on la date avec la création de la science, l'invention de la science, c'est-à-dire le fait de rechercher les causes des phénomènes, des choses, plutôt que de simplement l'expliquer par la mythologie. Or, l'une des questions centrales de la création de la science, c'est déjà le positionnement de l'homme par rapport à la nature, dans une approche qui va être très différente de la nôtre aujourd'hui, qui est cosmologique, intégratrice, c'est-à-dire l'homme fait partie d'un ensemble, enfin la nature est un ensemble dont fait partie l'homme, mais l'homme en est son être supérieur, donc une vision anthropocentriste. Et c'est intéressant de voir cette évolution au travers des 4 grandes périodes, qui sont donc l'Antiquité, puis le Moyen-Âge, avec ce qu'on appelle le grand partage, avec la religion, enfin, la domination de la religion chrétienne qui va séparer le divin et donc l'homme, l'inspiration divine, du reste, en fait, qui est voué à la perdition, donc la nature, donc cette séparation qui va remettre en question le cosmos, la vision intégratrice de Nayer, puis la période dite moderne, à partir de la Renaissance, avec le recul grâce aux élites qui vont aller habiter en ville et qui vont pouvoir voir la nature comme un objet, puisque avant, les relations, en fait, de relations constantes au rapport à la terre, d'un monde qui vit, qui est agricole, en fait, qui est rural, ne permet pas en fait ce recul. Et puis la période contemporaine à partir de la Révolution. Et là, on va travailler beaucoup sur toute l'importance du Grand Tour, puis du tourisme, dans une reconstruction à la fois esthétique, patrimoniale, et puis aussi ludique de la nature, qui va arriver jusqu'à nos jours et aux enjeux du développement durable. Ce livre, donc, je pense qu'il faut revenir sur l'objectif en fait, de la collection. La collection, donc, chez Cavalier Bleu, c'est la collection Idées reçues. L'objectif est de démontrer, enfin de revenir sur l'ensemble des idées reçues sur un thème qui touche les contemporains, en faisant la part du vrai et du faux. Donc si on feuillette le livre, on peut être un petit peu déconcerté par les titres, puisque les titres ne correspondent pas à une vérité, mais correspondent au contraire à en fait, une idée reçue. Et donc chaque chapitre, même si le plan est chronologique, chaque chapitre va revenir sur une idée reçue et faire la part du vrai, du faux et du faux. Comme par exemple, sur le Moyen-Âge, l'un des titres est le Moyen-Âge, c'est l'obscurantisme, puisque ça fait partie des idées reçues, et de montrer, notamment au travers des arts, toute la richesse en fait, du Moyen-Âge et tout ce que le Moyen-Âge va, au travers des arts, apporter dans l'évolution du rapport à la nature, notamment avec l'arrivée du gothique. Je pense que ce qu'il apporte de nouveau, c'est de voir cette corrélation entre science, philosophie et art, puisque en fait nous avions des auteurs qui ont travaillé spécifiquement sur les sciences, comme Jean-Paul Deléage qui a travaillé sur l'évolution de la nature dans une approche plutôt écologique. Nous avions des auteurs qui étaient spécialisés sur la philosophie, comme les Larère qui ont travaillé sur la philosophie de la nature, et d'autres qui se sont spécialisés en fait sur les arts, et notamment l'arrivée, la création, l'invention du paysage à la Renaissance, comme Berck, comme Alain Roger, comme Collot, on en a un certain nombre. Donc l'objectif était de montrer en fait une évolution de concert entre les trois, à savoir que l'évolution des sciences influence la philosophie, le regard philosophique, enfin la pensée philosophique, mais les sciences sont aussi influencées par la philosophie, et l'ensemble en fait se cristallise dans les arts qui évoluent de concert, et les arts influencent aussi en retour la philosophie et les sciences. Il faut savoir que jusqu'au XIXe siècle, il n'y avait pas forcément une dichotomie aussi tranchée entre les différents domaines de compétences. Et on voit par exemple quelqu'un comme Rousseau qui a beaucoup contribué au regard sensible sur la nature au XVIIIe siècle et qui est à la fois un philosophe et un littéraire. Donc son influence est très importante.
Donc l'objectif, c'est ça. L'objectif aussi, c'est de comprendre la subjectivité de notre rapport à la nature et par conséquent d'être beaucoup plus tolérant, puisque l'Occident est assez vécu à l'extérieur de l'Occident comme très donneuse de leçons, que son regard, notamment dans le cadre du développement durable, sa conception de la nature protectrice, patrimoniale, etc., est le fruit de 2000 ans d'histoire. Et donc d'être beaucoup plus tolérant avec des sociétés qui n'ont pas connu pour le moment la révolution industrielle comme on l'a connue et qui donc sont encore dans une relation vivrière à leur environnement et qui par conséquent n'ont pas ce regard en fait sur la nature, c'est-à-dire que c'est ce que j'explique toujours aux étudiants, quand on dit la protection de l'environnement c'est un luxe de pays riches, ça veut dire que c'est une fois qu'on ne se sent plus menacé par la nature, qu'on n'a plus des problèmes d'alimentation, qu'on peut avoir ce regard protecteur. Je leur dis toujours, c'est très facile depuis chez nous de vouloir défendre le tigre ou l'éléphant parce qu'on n'est pas menacé. Notre quotidien n'est pas menacé en fait par un tigre ou par un éléphant parce qu'on n'est pas dans un village à proximité. Donc l'objectif c'est ça aussi, c'est de découvrir notre subjectivité et donc de s'ouvrir à d'autres cultures et d'être beaucoup plus tolérant et compréhensif. Alors mon meilleur moment, celui qui me touche le plus, qui n'est pas encore lié au livre, mais en fait je parle dans différents cours de ce que je dis dans ce livre, et notamment dans un cours en écotourisme qui s'appelle Relations homme et environnement. Et ce qui me touche le plus, c'est le retour des fois des étudiants qui m'écrivent, qui m'envoient même des fois des petites cartes en me disant que mon cours était passionnant. Certains me disent là la pause arrivait trop vite, ce qui est quand même exceptionnel dans un cours. Et donc ça me touche énormément et ça m'a motivé à écrire le livre. Alors en fait, après avoir beaucoup travaillé sur l'Occident, aujourd'hui je travaille beaucoup sur l'Indonésie. Donc l'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde, mais elle a un syncrétisme extrêmement intéressant avec des cultures précédentes, notamment bouddhistes et hindoues. Alors je travaille aussi particulièrement sur Bali, puisque Bali c'est une culture hindoue, mais mélangée avec la culture ancienne aussi à Bali. Et ils ont un rapport à la nature qui est entièrement différent de nous. C'est-à-dire qu'ils sont dans une approche cosmologique, comme sous l'Antiquité nous avions, qui est pétrie de leur spiritualité. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment cohabitent nos deux conceptions de la nature et comment cohabite le développement, enfin comment on peut construire un développement durable en fait dans un pays différent. Bien évidemment, moi mon champ de recherche global c'est tourisme et environnement, c'est le développement durable, hein, le tourisme durable. Donc ça m'intéresse une fois de plus cette rencontre interculturelle et cette bonne compréhension de notre propre approche, de ma propre relation à la nature, puisque moi je suis baignée dans la civilisation occidentale, me donne des clés en fait pour comprendre d'autres civilisations. Et ça c'est vraiment ça que je trouve passionnant et c'est ça pour moi l'avenir de la recherche, enfin, de ma recherche actuellement, c'est effectivement travailler comme je fais actuellement à une échelle plus internationale et notamment sur l'Indonésie.